Oh, bonjour. Vous êtes Je suis Gabriel Vimard. Gabriel Vimard, en fait, Gabriel Armory. Et du coup, on est ici sur mon stand, un stand en fait qui a été mis à notre disposition par Christophe Dager de l'Association pour l'Histoire Vivante. C'est lui qui nous a porté depuis le départ, puisque... Vous êtes de Compiègne? Alors du tout en fait, je suis un peu dans le sud de Orléans. Une belle région historique aussi. Une très belle région, on a Jeanne d'Arc, on a plein de choses. Et du coup en fait, nous ce qu'on réalise c'est de la copie de pièces de musée pour d'autres musées ou des particuliers. Voilà. Là je porte en fait une copie de la A62 de la Kunst Historical Collection. Je bouge absolument de façon totalement... Là tout à l'heure j'ai fait une roue en armure, j'ai fait des pompes, Une etc. armure ça pèse combien à peu près? L'armure d'origine en fait fait un poil plus de 18 kg. La A62 fait un poil plus de 18 kg. Pourquoi? Parce que c'est une armure allemande. Une armure italienne au 15e siècle va faire dans les 23 kg. C'est plus tard, au 17e, qu'on va avoir des armures, fin 16e, puis 17e, des armures extrêmement lourdes, parce qu'ils ont perdu la technologie de l'acier trempé, ils vont les faire extrêmement épaisses, vu que le métal de base redevient le fer et non plus l'acier trempé. Et les plus lourdes? Et donc, alors les plus lourdes, au 17e, on peut aller jusqu'à 50 kg. Mais 50 kg, on est sur des armures qui sont extrêmement tardives, on est 100 ans avant Napoléon en réalité. Hein, donc, on est à toute fin de l'armure, c'est plus des chevaliers depuis longtemps. Ce sont des gens qui sont extrêmement lourdement armés. Et au bout d'un moment, on finit par abandonner l'armure, tout simplement parce qu'on continue à faire des armures qui protègent, mais plus personne ne veut les porter parce qu'elles sont d'un poids excessif. Et puis l'invention de l'arbalète a fait beaucoup aussi. Alors l'arbalète, c'est que l'arbalète en fait a posé des soucis par rapport à la maille. Il faut savoir que l'armure, en fait, quels que soient les challenges auxquels on l'expose, l'armure en fait ça va s'adapter. On part en fait systématiquement dans une course aux armements, c'est toujours une compétition entre l'arme et l'armure. Et c'est quelque chose sur lequel je publie beaucoup puisque à la base je suis historien. Donc du coup en fait c'est l'une des choses sur lesquelles je travaille le plus. Quelles sont les protections qui stoppent quel type d'arme et à quelle époque? Et effectivement en fait la maille avait un gros souci face à la grande lance de cavalerie lourde qui se développe notamment en fait fin 12e. On va avoir avec l'arrêt de lance etc. une force d'impact considérable. On va avoir également en fait, le problème de l'arbalète et du grand arc anglais, qui est en réalité d'origine galloise, qui vont poser des soucis. Comme à Azincourt par exemple. Alors Azincourt c'est légèrement différent, puisqu'en réalité Azincourt est essentiellement un carnage dû à un mouvement de foule entre les bois de Téméricourt et d'Azincourt. Vous avez en fait une vingtaine de milliers de combattants français à l'entrée. Et du coup, ils sont une personne au mètre carré. À la sortie, c'est dans un entonnoir, ils sont 4 au mètre carré. Ils avancent à 0,3 km/h. Ils sont tellement serrés, ils ne peuvent même pas lever le bras. Il y a de la boue, il suffit qu'il y ait un rocher, un trou, un cadavre par terre. Ils trébuchent en fait et ils vont se faire piétiner par 20 000 hommes qui poussent derrière. Tellement ils sont serrés, ils ne peuvent même pas esquiver en fait. Donc ça, c'est le génie en fait d'Henri V qui a très bien choisi son terrain. En revanche, avant, à Crécy et Poitiers, la plupart des chevaliers français sont équipés de mailles et de premières protections en fait de plates, mais qui sont très primitives en fait et réalisées en fer, qui vont être moyennement efficaces face au longbow, mais moyennement efficaces, ça sous-entend quand même en fait qu'il vaut mieux une armure qui est moyennement efficace que pas d'armure du tout. On considère, en fait, il y a des estimations diverses et variées en fonction des historiens, mais on considère qu'à Crécy, les chevaliers français ont chargé face à peu près 1 million de flèches. Et ils ont eu des pertes en fait de l'ordre de 12 à 20%. S'ils n'avaient pas porté une armure aussi imparfaite soit-elle, les pertes auraient été de 100%. Donc une armure quelle qu'elle soit en fait va s'adapter pour protéger son porteur des menaces de l'époque. À partir du moment où à Crécy-Poitiers, ils commencent à voir que ça ne suffit pas, on va entamer en fait, donc on est mi-14e, on va entamer en fait le renforcement des pièces d'armure avec du coup en fait des plates qui au début en fait sont d'assez petite taille, qui vont former en fait les côtes de plates. Donc c'est rien d'autre qu'un tabac renforcé avec des plates à l'intérieur. On va protéger les bras, les jambes pour offrir des surfaces sur lesquelles les flèches peuvent glisser, rebomber en fait. C'est le but, contrairement en fait à des choses comme la maille où la flèche va s'accrocher et ouvrir un anneau. On a calculé en fait, la plupart, un longbow, donc c'est les études de Mike Lodes, un longbow qui tire dans de la maille. Ça va, généralement la personne va être en vie, mais c'est comme se prendre un tir de Colt 45 à bout portant dans un gilet pare-balles. Donc les côtes vont être cassées, la personne sera peut-être toujours en vie, mais elle sera hors combat. Et un Colt 45, ça fait un impact nerveux tellement la balle est large, c'est-à-dire que si je vous tire dans le pied, vous ne serez pas mort, bien sûr, hein, mais vous serez assommé, parce qu'il y a un choc nerveux terrible, vu au diamètre du projectile.
Et la vélocité, c'est des choses en fait qui sont... la flèche du longbow en réalité va être très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement grande et elle est relativement lourde. Vous avez peut-être entendu parler en fait de ces obus spéciaux pour attaquer les chars. Oui, les chargeurs creuses. Alors, en fait, l'obus va avoir une flèche généralement dans un métal extrêmement dur. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va donner vraiment cette force de pénétration majeure. De la même façon... Qui a donné la fin d'ailleurs des batailles de chars, puisque il y en a toujours des chars, mais ils sont vulnérables maintenant. Exactement. Mais dans la même genre de technologie, on a en fait dans les blindages de chars aujourd'hui modernes, on va avoir en fait des duplex ou triplex blindages qui sont en fait, on a réalisé qu'il valait mieux mettre deux épaisseurs fines que d'en mettre une seule épaisse. Et on a le même genre. Exactement. On a le même genre en fait de principe qui est utilisé au XVe siècle dans certaines armures haut de gamme et qu'on voit notamment dans certaines pièces de musée à des endroits où on voit en fait le bord d'une pièce d'armure qui va où les deux feuillets en fait vont légèrement se dissocier. Eh bien, c'est un blindage qui aujourd'hui est utilisé dans les tanks. Cette idée de mettre deux couches et du coup en fait d'augmenter la résistance en ayant deux couches fines au lieu d'une seule en fait très épaisse, eh bien c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien au XVe siècle et y compris en fait dans des productions françaises, les productions tourangelles, donc c'est pas très loin d'ici en fait, enfin en tout cas c'est pas très loin de chez nous. Non, mais même d'ici. Voilà, donc on est en fait sur des choses qui sont extrêmement bien maîtrisées et qui vont permettre à la fin du XVe siècle d'avoir entre la technologie de l'acier trempé, les courbes de l'armure qui sont conçues pour faire dévier les différents coups. Si vous êtes sur des armures allemandes, les cannelures qui vont renforcer l'acier, y compris enfin, et si vous êtes sur des armures de bons fabricants, c'est-à-dire les Italiens style Missaglia ou les ateliers d'Augsbourg, Innsbruck, des choses comme ça, eh bien effectivement on va être sur des aciers extrêmement résistants, entre 3 à 5 fois plus solides que du fer. Et donc du coup en fait c'est une technologie qui apparaît fin 14e et qui va disparaître au début du 16e, sauf dans 3 villes, Augsbourg, Innsbruck et Greenwich, peu importe. Et cette technologie en fait va permettre de faire des armures 3 à 5 fois plus solides. Et ce sont ces armures-là qui permettent d'avoir un certain nombre de mentions dans les guerres de Bourgogne, dans les guerres en fait entre les Lancasters et York et tout, de gens qui survivent en fait à des tirs d'artillerie légère. Des boulets de serpentine, des boulets en fait de coulevrine, des boulets en fait de Fauconneau. C'est des petits canons tout ça. Et on a des gars qui se prennent, notamment bataille de Montlhéry, l'histoire que je préfère raconter, qui s'en prend en pleine tête et il tombe de cheval. Du coup il est inconscient en fait pendant un moment. Il se réveille le lendemain matin, il n'a rien. Absolument rien. Et face au carreau d'arbalète? Face au carreau d'arbalète, eh bien c'est simple, vous allez voir sur mon stand un certain nombre de pièces d'armure qui vont être marquées d'une fleur de lys. Alors une fleur de lys en fait, c'est une loi qui n'a pas changé, enfin c'est une loi qui apparaît en fait à la toute fin du 14e et qui sera répétée de nombreuses fois tout au 15e. La cavalerie française a obligation d'avoir au moins des armures à demi-épreuve dans les compagnies d'ordonnance. C'est l'armée moderne qui a été conçue par Charles VII pour reconquérir son royaume. Et donc à partir du moment où on va restructurer cette armée-là, on va avoir la meilleure cavalerie du monde qui va être extrêmement disciplinée et merveilleusement bien protégée. Quasiment invulnérable. C'est pour ça qu'on regagne la guerre de 100 ans. En fait, c'est grâce à ce basculement technologique qui est l'acier trempé et l'apparition de façon massive de l'artillerie des frères Bureau. Et donc à partir du moment en fait, où on va avoir le canon et une cavalerie lourde très disciplinée, monstrueusement puissante parce que virtuellement invulnérable, on a le binôme gagnant. Voilà, avec les francs archers qui servent à rien mais qui font masse. Donc pour faire simple, ces petites fleurs de lys qui vont marquer les pièces d'armure remontent à cette loi-là. Si l'armure a été testée face à une arbalète ordinaire, un longbow ou une grande lance de cavalerie, eh bien elle sera marquée de une fleur de lys. Ça veut dire qu'elle va stopper toutes ses armes. Évidemment, ce n'est pas le fabricant qui teste, c'est la ville dans laquelle sont vendues les pièces d'armure. Si elle est marquée de 2 fleurs de lys, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une toute épreuve, c'est-à-dire elle est censée arrêter toutes les armes de l'époque. Et le test est fait avec des carreaux spéciaux qui appartiennent à l'hôtel de ville, donc à la mairie, et des grandes arbalètes en fait, qui sont des arbalètes à tioles, à moufle en fait, qui permettent d'avoir. C'est l'arme la plus puissante de l'époque. C'est le fusil sniper lourd de l'époque en fait. C'est précis à longue distance et c'est monstrueux en termes de puissance. Interdit par l'Église d'ailleurs. Oui, le concile de Latran, qui est bien plus ancien, plusieurs siècles plus ancien. Mais au XVe siècle en fait, voilà, quand vous achetez une armure, que vous êtes un chevalier ou un homme d'armes en fait, qui est un chevalier qui est pas chevalier en fait, qui est juste qui combat dans les compagnies d'ordonnance. Eh bien, du coup, qui n'a pas de titre de noblesse ou quoi que ce soit, vous avez obligation d'avoir au moins une demi-épreuve, c'est-à-dire une fleur de lys dessus, une petite fleur de lys. Ça veut dire qu'en fait, votre armure va stopper l'arbalète, l'arc et la lance.
Et en général, on vous recommande très fortement d'avoir une toute épreuve, c'est-à-dire qui stoppe virtuellement n'importe quoi. C'est pour ça qu'on peut avoir par exemple Jacques Delorme qui va charger contre 500 gantois en colère avec 8 chevaliers et qui va gagner. Il va gagner. On va avoir en fait une charge de 110 chevaliers français face à 1200 anglais qui sont des piquiers, des halbardiers, des arquebusiers et des longbowman, donc avec des arcs. Ils vont les mettre en pièces et ils vont avoir 17 hors combat. Les chevaliers vont perdre 17 hommes. En face, en fait, sur les 1200, c'est une hécatombe. Il y en a 400 en fuite. Tous les autres, en fait, ils sont blessés ou prisonniers ou morts. Et on dit aussi que lorsqu'on attaque un chevalier en armure, il suffit de le faire tomber de cheval, enfin d'attaquer d'abord le cheval, de le mettre à terre, c'est tellement lourd, c'est ce qui a donné la limite de l'armure, vous savez. Alors il n'était pas mobile au sol. C'est vrai, mais c'est pas vrai en fait à l'époque du Moyen-Âge. C'est vrai en réalité à une époque qui est complètement différente, qui est l'époque du XVIIe. L'époque du XVIIe, en fait, c'est une période où on appelle, en fait, on n'y a plus de chevaliers, ce sont des cuirassiers. D'ailleurs, en fait, ils sont tellement un peu ridicules qu'on les a surnommés les homards, les lobsters. C'est des armures, en fait, qui sont capables de stopper à bout portant Sir Arthur Haselrig, par exemple, qui est le commandant des lobsters dans la guerre civile anglaise, va se prendre plusieurs tirs de pistolet à bout portant. Le deuxième tir en fait de pistolet, c'est un de ses ennemis qui l'attaque, il pose le pistolet sur le casque avant de tirer. Et son armure va tenir. Le problème, c'est que c'est des armures qui vont faire 50 kg, parfois plus. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré l'armure du cheval, puisque au bout d'un moment, en fait, le cheval, on veut qu'il puisse continuer à galoper, etc. Donc pour gagner du poids, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré l'armure du cheval. Et donc du coup, quand vous chargez des piquiers par exemple, ou des mousquetaires qui vont vous tirer dessus, les mousquetaires en fait vont viser le cheval et à ce moment-là effectivement le cuirassier qui est désarçonné avec son armure de 50 kg, il est en grande difficulté, n'exagérons rien, il peut se relever et généralement il s'en sort à pied en se sauvant. Avec 50 kg en fait on peut s'en sortir, on peut courir, pas très longtemps mais on peut courir. Par contre il est juste, la différence entre un cuirassier à terre c'est que littéralement il est comme un homard un peu ridicule. Un chevalier du 15e siècle à terre, il est tellement dangereux qu'à la bataille de Fornovo, on a en fait, donc c'est à extrême fin 15e, on a des chevaliers italiens qui se sont rendus à des chevaliers français. Et quand il y a les valets, les archers et les Suisses qui arrivent en fait et qui veulent les tuer, les mecs se sont rendus. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de gantelets et ils sont assis par terre. Certains sont même attachés. Les gars n'arrivent pas à les tuer. Il faut 5 personnes pour les immobiliser au sol et arriver à coller un coup de dague dans l'œil. Mais il y a des points faibles aussi dans les armures légères. Je vois des points faibles là. Oui. Comme si je vous pique ici. Je porterai de la maille en dessous en fait. Oui. Sur le champ de bataille, je porterai de la maille. Là, je suis en démonstration évidemment. Donc je porterai de la maille en dessous en fait de façon à couvrir mes points faibles. Vous savez que l'art du combat, c'est trouver les petits points faibles. Exactement. C'est pour ça qu'en fait mes spalières protègent aussi bien sur ce côté-là parce que c'est le côté que je vais avoir tourné vers l'ennemi. Donc des ateliers de Gabriel Armaury et je publie régulièrement en fait sur des mini-conférences historiques puisque j'agis beaucoup dans les musées, j'ai travaillé pour le Musée national de la Renaissance, j'ai fait des conférences en Angleterre, etc., etc. Mais je pars du principe que la culture appartient à tout le monde et que c'est pour ça que je la rends accessible sur Internet et que j'essaye de faire mon maximum pour partager en fait mes connaissances. Le but c'est pas juste que ça reste dans les livres que je publie ou les magazines ou les conférences que je fais dans les musées. Le but c'est de la partager, c'est pour ça en fait que Internet est un outil merveilleux et que ça nous permet d'être là à vos côtés et de partager ses connaissances. Je vais devoir en fait... Merci beaucoup pour vos explications. Mais je vous en prie. Et vous avez une carte? Oui bien sûr, d'ailleurs je serais ravi d'avoir... si vous postez la vidéo sur YouTube ou quelque chose comme ça, j'en serais... Pierre de Noble, il a un air de noblesse. Pierre de Noble a assurément un air de noblesse, sans un quart d'hésitation, et la vraie noblesse, c'est celle qui vient du cœur. Merci beaucoup.